Bonjour Virginie. Bonjour. Et bienvenue dans le podcast Joue là comme un ou une Head of Sales. Je t'invite à prendre possession des lieux C'est super et te sympa. diriger vers la télé sur ta droite. Tu y verras plusieurs questions. Je t'invite à y répondre. Ce sont des questions qui ont été posées par un groupe constitué de personnes dans le monde du commerce, un groupe privé. À toi de jouer. Et tu peux les lire à voix haute. Qui es-tu dans la vie pro et qui es-tu dans la vie perso? Dans la vie pro, comme dans la perso, je pense être une personne engagée et j'aime la proximité avec mes interlocuteurs. Voilà. Donc les connaître et savoir vraiment à qui je m'adresse. C'est important pour toi? Vraiment. Parce qu'en fait, aussi bien dans le pro que dans le perso, tu ne peux pas avancer avec les personnes de ton entourage si tu ne sais pas qui elles sont réellement et qu'est-ce qui les motive en fait au quotidien. Si je croisais une de tes amies ou un de tes amis, la première qualité? Mes amis, en fait, c'est assez drôle parce que j'ai pu le mesurer. En fait, j'ai deux amis qui me donnent un surnom, c'est Rayon de soleil. Donc, c'est apporter en fait peut-être de la lumière aux autres. Voilà. Tu rentres dans une pièce, tu brilles. Bah, j'espère. On peut éteindre les lumières pour voir? Merci beaucoup. Je t'invite à répondre donc à la deuxième question posée par le groupe privé. Et pour le coup, ce sera même la troisième. Quels sont les principaux leviers que vous activez pour identifier de nouvelles opportunités de croissance dans un marché? Principaux leviers à activer, les nouvelles opportunités. En fait, c'est une connaissance de son terrain de jeu. Voilà, qu'est-ce qui est actuellement fait. Donc ça, c'est déjà, on identifie en fait ces premiers piliers. Et ensuite, on va aller identifier en fait, je prends des exemples, c'est sur quels canaux de distribution on n'est pas présent, quels sont les réseaux d'entreprises, les réseaux professionnels annexes à l'activité qui ne sont pas spécialement développés. Et ensuite, c'est quand on est identifié en fait comme un acteur professionnel et sérieux dans son marché, en fait, on a un phénomène d'inbound, donc avec des personnes qui viennent vers vous pour travailler avec vous. Ouais, donc c'est le créer volontairement. Oui, exactement. Ok. Merci. Quatrième question. Si tu devais dîner avec 3 personnes que tu connais professionnellement, qui choisirais-tu et pourquoi? Alors, la première personne qui me vient, c'est Guylain Dupont. Donc, c'était mon manager, en fait, coup de cœur, quand j'ai intégré les Grands Moulins de Paris. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a des valeurs humaines et professionnelles assez marquantes. Et, combien de temps tu l'as eu en tant que manager? Je l'ai eu un peu plus de 3 ans. D'accord. Voilà. La deuxième personne? La deuxième personne, ça serait Grégory Panetta, donc qui est mon patron actuellement chez Cap Session. Et je pense qu'il apprécierait de rencontrer Guylain. Je pense que ça matcherait bien et puis il y aurait cette notion de convivialité qui s'installerait entre eux. Et bravo en tout cas de déjà réfléchir à l'ambiance générale de la table. C'est important. Et troisième personne. Allez, une personnelle si tu veux. Emmanuel Moulin. Qui est-il? C'est un homme ou une femme? C'est un homme. D'accord. Avec qui j'ai travaillé chez Richard, Vin et Domaine. Et en fait, c'est quelqu'un qui va partager également les mêmes valeurs que Grégory, qui aime développer son réseau, qui a un côté humain et professionnel vraiment marqué et notable. Et on passerait une super soirée. Ok, bon. Et le mélange, donc là, c'est pur combo. Oui, complètement. Donc c'est la bonne recette. Ouais. Ok, merci. Et dernière question. Pouvez-vous parler de tous les sujets en milieu professionnel? Si vous avez des sujets interdits ou du moins que vous ne souhaitez pas aborder, comment gérez-vous les situations où ces sujets sont amenés par d'autres? Tous les sujets en milieu professionnel, en fait, ça dépend si on a envie de passer un bon moment ou pas, j'ai envie de dire. Et en fait, naturellement, je vais éviter les sujets qui vont être clivants.
c'est-à-dire les sujets politiques, les sujets religieux, les sujets, voilà, ça peut, voilà, les relations hommes-femmes, c'est des choses que je vais éviter d'aborder. Et si je suis amenée à rentrer sur ce genre de situation, en fait, là, on va retrouver cette notion de jeu de jambes, d'agilité, c'est de dévier en fait le sujet, parce que je n'ai pas envie d'aborder certains sujets et je veux rester en fait sur une conversation qui soit enrichissante pour l'ensemble des interlocuteurs et constructive. Eh bien, merci beaucoup. Virginie, ce que je te propose, c'est que maintenant, on va partager un verre, un cocktail sans alcool, je précise, au bar. Donc, je te propose de me rejoindre au bar. Eh bien, avec plaisir. Salut Virginie. Salut Walter. Ça va? Installe-toi. Merci. Oui, merci, très bien. Installe-toi, je t'en prie. Je vais te préparer 4 cocktails. Ok. Je te donnerai les noms de ces 4 cocktails comme j'ai fait à chaque invité. Ok. Tu choisiras le cocktail que tu veux pour toi et tu choisiras le cocktail que tu veux que je partage avec toi. Ok. Ça marche? Ça marche. Allez, je prépare ça. Ce que je te propose maintenant que j'ai terminé les cocktails, c'est de te les présenter comme je te l'ai dit tout à l'heure, un par un et de te donner le nom. Donc celui-là, c'est « décroche ton téléphone ». Une phrase qu'on donne beaucoup aux équipes commerciales. Ok. Celui-là, c'est « red zone, red flag ». Ok. Celui-là, c'est « même ma sœur, elle le signe ». Ok. Et celui-là, c'est « le génie de la stratégie ». Quel cocktail veux-tu déguster? Le génie de la stratégie. Quel cocktail veux-tu que je déguste? Le génie de la stratégie. Je peux pas. Tu peux pas? Tu dois forcément Alors choisir. même ma sœur peut le signer. Allez. Hop là. Je te propose de trinquer. Avec plaisir. Toutes les équipes sales. À la santé des équipes sales. À la santé de nos sales. On est là pour parler de toi aujourd'hui. Peux-tu me parler de ton parcours? Parcours. Le dernier poste que j'occupe là, c'est celui de directrice commerciale en transmission d'entreprise. Yes. Pour Cap Session. Et en fait, c'est comment tu en arrives à faire ce job. Donc j'ai fait une école de commerce, l'ESC à La Rochelle, Okay. avec un double diplôme en Espagne, à la Cámara de Comercio de Bilbao. Avec l'accent. À Bilbao. Ouais. Ok. Enfin voilà, administration et gestion d'entreprise avec une option en commerce international. Et après, j'ai évolué dans l'univers de l'agroalimentaire, principalement. Wow. Donc voilà, des postes. C'est à partir du moment où j'ai intégré France Boisson en commercial sédentaire que j'ai commencé à passer les échelons et à avancer. Donc France Boisson qui appartient au groupe Heineken. Oui. Et ensuite, je suis passée chez Heineken où j'ai été commercial puis responsable de clientèle. Chez eux, c'est considéré comme une mobilité interne? Oui. D'accord. Oui. Et donc, responsable de clientèle. Et en fait, ce qui est génial dans ce poste, c'est que tu es aussi bien commercial que banquière pour tes clients. Parce que les brasseurs ont la capacité de financer leurs clients finaux. En français, ça veut dire que quand tu es restaurateur, que tu t'installes, ouais. Et ben en fait, Heineken peut avoir un relais en fait dans ton financement. Donc tu peux accompagner financièrement tes clients. Incroyable. Donc en fait, ils ont, ouais, c'est ça, ils ont le rôle de vendeur et d'accompagnateur financier. Exactement. Okay. Et donc ça te fait un dossier qui est plus appréciable en banque. Donc plus solide. Bien et sûr. Puis, ce que j'adorais en fait en termes de vision chez Heineken, c'est que le fait d'accompagner financièrement tes clients, de les accompagner commercialement, en fait, tu leur donnais des clés, des solutions pour qu'ils gagnent davantage de rentabilité et de chiffre d'affaires. Et donc en fait, c'était un modèle assez vertueux. Donc j'aimais bien cette mécanique. Et après Heineken? Et après Heineken, j'ai travaillé chez Richard Vins et Domaines. J'étais responsable du service commande et service client. Donc tu gardes un lien toujours avec cette partie commerce avec le client? Oui, oui. Et ensuite, après cette expérience chez Richard, je suis passée au Grand Moulin de Paris,
où j'ai été responsable transactions et financement. Là où tu parlais de Guilain tout à l'heure par rapport à ton coup de cœur professionnel. Ah, mais complètement. Ok. Qui a assumé ce coup de cœur. Hein. Qui a assumé? Ouais. Tu es déjà toujours en contact avec lui? Oui, oui. Bonjour Guilain. Bonjour Guilain, toujours. Ça marche. Et donc, tu as quitté les Grands Moulins, et en quittant les Grands Moulins, tu es passé chez Relais d'Or Mico. Exactement. Les glaces. Les glaces, mais pas que. Donc l'idée c'est que je travaille toujours avec cette clientèle en fait de restaurateurs dans l'univers du CHR, café, hôtel, restaurant. Yes. Et il y avait une partie glace, une partie surgelée et une partie produits frais et épicerie. Donc on avait tout un panel de produits. Et là ce qui était génial c'est que j'avais une équipe de 30 personnes et je m'occupais de toute la région Île-de-France et de l'Oise. Ok. Je t'ai vu reboire, il est bon? Il est très bien. Il est bon ce cocktail, bon, sans alcool. La fête est plus folle. C'est Mister Cocktail qui dit ça. Petite pub, on n'est pas sponsorisé par Mister Cocktail. Si tu n'avais pas été directrice commerciale, c'est un poste que tu as depuis quelques mois. Si tu n'avais pas été directrice commerciale, qu'est-ce que tu aurais fait dans ta carrière? Quand j'étais petite, je ne disais pas maman, papa, plus tard je serai directrice commerciale. En fait, ça s'est construit progressivement. Et c'est parce que j'ai eu un parcours en fait dans des entreprises où tu ne sais même pas que les métiers existent. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est parce que j'ai eu des opportunités que j'ai su saisir, que j'ai avancé en fait progressivement. Voilà. C'est toi qui demandes en quelque sorte, tu sais, parce que forcément beaucoup de personnes se posent des questions, quand est-ce que je vais pouvoir évoluer? Oui. C'est toi qui provoquais la chose ou c'est les gens qui... Alors, on la provoque toujours un peu je pense, mais est-ce que c'est toi qui provoquais totalement la chose en disant j'ai envie d'évoluer, ou c'est les gens qui venaient te proposer l'opportunité sans que tu aies forcément ouvert la porte? Un peu des deux. D'accord. En fait, voilà, quand tu es identifié comme profil évolutif dans des entreprises, tu as des propositions. C'est ce qui s'est passé notamment chez Heineken. Yes. Et tu vois, par exemple, le job que j'occupe aujourd'hui, Cap Session, en fait, c'est un choix d'aller sur une entreprise avec des valeurs, un fonctionnement différent et différenciant. Donc c'est toi qui vas créer en fait la rencontre. Donc ça dépend. Il y a deux choses que tu dois et que tu peux cultiver durant ton parcours professionnel. Et qu'est-ce que tu aurais voulu faire donc d'autre concrètement que directrice commerciale? Si tu Quand j'étais petite. Ouais. C'était quoi ton rêve d'enfant? Qu'est-ce que tu voulais faire étant plus grande? Parce que tu l'as dit, on ne dit pas je vais être directrice commerciale. Je crois que personne ne l'a dit jusqu'à aujourd'hui. Je demande à rencontrer cette personne. Quand j'étais petite, voilà, je disais je voudrais être avocate. Ok. Voilà. Cette notion en fait. Le droit, la loi. De la justesse et de la justice. Voilà. Wow, très bien dit. Okay. Donc, c'était préserver quelque part les personnes. Et rien à voir avec l'uniforme, par exemple, parce qu'on sait que les avocates ont un uniforme, ont la robe, si je ne dis pas de bêtises en termes de vocabulaire ou de glossaire. C'était vraiment l'action plutôt que le... Oui, c'est pas la représentation, en fait, avec un habillement particulier, c'était vraiment l'essence même du travail. Ok. Ok. Un autre rêve étant petite? Il y avait le dentiste aussi. Waouh. Alors là, il faut m'expliquer. Là, il y a... C'était prendre soin des autres. Voilà. Toujours dans la... Alors en fait, tout ce qui est justice, injustice en gros, et prendre soin des autres, en quoi c'est important pour toi de prendre soin des autres? Parce que c'est important d'ailleurs sur le poste de directrice commerciale aujourd'hui. En fait, si tu ne prends pas soin des autres, tu ne connais pas tes interlocuteurs et tu ne peux pas établir de relation. Tu ne peux pas avoir de relation avec quelqu'un que tu ne connais pas. D'accord. Donc voilà, c'est important à mon sens. On y reviendra. Avec plaisir. Tu sors du podcast tout à l'heure, tu es dans la rue et tu croises, je te projette, tu croises ton toi d'il y a 20 ans, 15-20 ans. Si tu dois lui donner un conseil pour réussir justement dans cette carrière sales, ce serait quoi le meilleur conseil, quelque chose de très concret? Sois opportuniste. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire oublie tes croyances limitantes et avance. Quelles peuvent être, est-ce que tu te rappelles d'une croyance limitante que tu as pu avoir et qui justement il y a 20 ans tu t'essaierais de te l'enlever? Je ne suis pas capable de. Ok, donc c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Ouais. Tu sais que je dis souvent une phrase, c'est qu'il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui n'a pas le syndrome de l'imposteur. Tu sais qui? Les incompétents. Les imposteurs. Un imposteur ne peut pas avoir ce syndrome puisqu'il est lui-même. Donc bonne nouvelle, si tu penses que tu n'es pas capable de, c'est que tu n'es pas imposteur. Voilà. Possiblement. Possiblement. Je n'ai pas fait d'études sur ce sujet.
Est-ce que tu aurais une anecdote de vente à nous partager, quelque chose qui t'a marqué au niveau vente? Une réussite, un échec? Moi, il y a une mission qui m'a vraiment marquée, c'est quand j'étais au Grand Moulin de Paris, j'étais responsable transactions et financement. Ouais. Et en fait, il y avait 5 régions en France, en répartition géographique, et moi j'avais Île-de-France Nord. Ok. Voilà. Parce que même l'Île-de-France était divisée en plusieurs. En fait, j'avais 5 personnes dans mon équipe, donc on avait réparti Île-de-France. Ah, ces 5 d'Île-de-France, c'était divisé en 5. Oui, enfin, pardon. Sur le périmètre national, en fait, il y avait 5 régions. Okay. Moi, j'avais une région, l'Île-de-France, avec le Nord à m'occuper. Ah, le Nord de la France, oui, pas l'Île-de-France, non. Voilà. Pardon. Et l'idée, c'est que j'avais cette région-là, et quand je suis arrivée, on m'a dit de toute façon, Île-de-France, c'est mort, t'en feras jamais rien, etc. Bien sûr. Et donc là, tu te dis, ok, dites-moi que c'est impossible, alors je vais le faire. Une bonne croyance limitante, c'est bon, je suis capable, ça y est, l'expérience rentre. C'est ça. Et donc, je reprends cette zone, je m'imprègne de l'ADN, du fonctionnement, etc. Puis après, quand tu reprends un job, en fait, il y a ce que tu peux créer rapidement avec l'équipe, en structurant en fait l'approche commerciale et le fonctionnement. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, au bout d'1 an et demi, la région qui était la dernière en termes de facturation, donc la mienne, est passée première au niveau national en termes de facturation. En combien de temps tu m'as dit? En 1 an et demi. Waouh. Et en fait, avec une équipe qui avait retrouvé de la communication entre elles, du lien, un bon état d'esprit, et je les avais accompagnés, etc. Et surtout, on avait utilisé d'autres canaux de communication pour avancer. Quoi, par exemple? Par exemple, l'aspect digital. Mais encore, j'adore LinkedIn. D'ailleurs, forcément, ce podcast est diffusé en teasing sur LinkedIn pour amener les personnes à voir l'entière totalité du podcast. Qu'est-ce qui s'est passé avec LinkedIn? Donc, sur LinkedIn, en fait, j'ai commencé à publier des réalisations de mon équipe, également les miennes, sur l'aspect, en fait, je vends des boulangeries. Voilà, incroyable. On a dit, telle boulangerie, telle personne dans mon équipe l'a vendue, on remercie les acquéreurs, on remercie les cédants. Et en fait, en communiquant ainsi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un apport de fonds à la vente qui s'est démultiplié. Par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, les boulangeries en France, quand j'y étais, le chiffre d'affaires moyen était de 250 000 euros. D'une boulangerie? D'une boulangerie. Ok. Grosso ça me paraît modo, peu, c'est marrant. Ça me paraît peu. Ouais, parce que tu as plein de petites boulangeries, etc. Le secteur de la boulangerie est en pleine mutation avec de plus en plus des grosses structures. Donc c'est pour ça que je précise bien. Quand j'y étais, c'était la moyenne. En quelle année? J'y étais en... Attends. 2018. J'ai arrêté en 2021, 2018, 2017, 2018. D'accord. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en publiant, en fait, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour vendre leur fonds de commerce. Et nous, on était sur des démarches de prospection extérieure, à solliciter beaucoup. Et là, en fait, on a renversé la vapeur, à savoir qu'à un moment, en fait, les personnes nous appelaient. Et un jour, j'ai cette conversation téléphonique qui est restée gravée. C'est quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, voilà, Madame Levasseur, vraiment navrée de vous déranger. On a une boulangerie à la vente. On ne sait pas si elle est assez dimensionnée pour que vous vouliez bien vous en occuper. Laisse-moi deviner, ils t'ont donné un chiffre d'affaires? Voilà. Qui était quoi? Qui était à 800 000. Ouais, d'accord. 3 fois plus. C'est ça. Et là, j'ai dit, bon, ok, on va s'en occuper avec plaisir. Et en fait, c'était ce moment-là, en fait, je me suis dit, ça y est, il s'est passé quelque chose, en fait, sur le fonctionnement qu'on avait. Ce que je te propose, c'est qu'on passe au prochain atelier et que tu me rejoignes, on y va ensemble. C'est parti, avec plaisir. On démarre toujours cet atelier par une anecdote. Alors, avant d'amener l'anecdote, j'ai quand même une question à te poser qui nous permettra de l'amener. C'est tu es diplômée PNL, c'est ça? Oui. À quel niveau? Je suis praticienne en PNL. D'accord. À quel point c'est un outil important dans ta vie avant d'amener l'anecdote? C'est important parce que ça permet de développer une communication non violente et une communication plus juste avec ses interlocuteurs.
Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est quoi une communication non violente? D'ailleurs, je trouve que le mot est mal choisi parce que ce serait mieux de dire une communication agréable, par exemple. Par exemple. Mais ça, c'est pas nous. Ça a été inventé, ça a été sorti comme ça. C'est quoi les fondamentaux de la communication non violente? Ça va être de respecter son interlocuteur et de pouvoir lui passer des messages, en fait, de façon à ce que l'interlocuteur puisse les accueillir. C'est-à-dire, par exemple, je te dis, ouais, bah, franchement, ce que tu fais là, c'est n'importe quoi, je vais te montrer comment tu fais. Magnifique. Voilà, tu vois, là, tu as très envie de m'écouter. C'est ce qu'on fait pas à l'armée, d'ailleurs. Ok. Et en communication non violente, c'est, est-ce que tu me permets de te faire une suggestion? J'aime bien l'idée. L'approche est totalement différente. Et là, tu vas me dire... si la personne te dit non? Bah, tu dis, bah, ok, bah, pas de souci. On est dans l'acceptation? Bah, en fait, tu vas... après, tu as deux cadres. Tu as le cadre coaching, où en fait la personne est dans une démarche où elle a envie d'évoluer, et tu as l'aspect managérial. Donc c'est comment tu accompagnes au mieux tes équipes. En général, si tu as quelqu'un qui te dit non, tes conseils, j'en ai rien à faire, en général la relation n'est pas saine déjà dès le très bien amenée. Voilà. Normalement, tu avais des indices. Normalement, oui. La PNL, le peu que je sache, parce que moi je suis absolument pas certifié, diplômé ou que ce soit sur la PNL, c'est aussi la capacité d'essayer de comprendre, donc d'avoir encore plus d'empathie dans la gestuelle, dans la posture, dans le regard des autres personnes. On est d'accord? Oui, oui. Ok, venons à l'anecdote. Qu'est-ce que tu penses d'une personne qui n'est pas diplômée PNL dans ton entourage et qui, rien qu'en te regardant, est capable de te dire « tu es rayonnante, tu es brillante, beaucoup plus que d'habitude ». Tu l'as? Je crois savoir, oui. Allez, dis-nous tout. Je crois que c'est mon amie Audrey qui a pu te dire ça. Et en fait, en 3 minutes, elle a identifié un changement chez moi. Voilà. Et c'était à quelle occasion? En fait, on aime bien se retrouver pour voilà, faire nos dîners entre nous. Et en fait, en 3 minutes, elle a deviné que j'étais enceinte. Voilà. C'était il y a combien de temps? Ça fait 5 ans. D'accord. Garçon, fille? Un petit garçon. Un petit choupou. D'accord. Alors, question business. Je vais te demander de me donner à chaque fois une qualité pour 3 postes dans le monde commercial. On va commencer par les sales. La meilleure qualité chez un sales pour toi? La meilleure qualité chez un sales, ça serait l'agilité. Et il doit bien bouger? Entre autres, mais en fait, il doit bien bouger dans son environnement business, c'est-à-dire savoir s'adresser à ses clients, être toujours dans une posture d'écoute pour identifier en fait le réel besoin client. Moi, j'adore en fait quand les sales me disent je leur pose toujours cette question, c'est assez drôle. Je leur dirais, c'est quoi en fait pour toi un bon commercial? Et à chaque fois, ils me disent, c'est créer le besoin. En fait, ce n'est pas forcément ça, être un bon sales. C'est identifier le réel besoin de ton interlocuteur et de voir tout le panel que tu peux proposer en termes de solutions à celui-ci. Et d'ailleurs, il y a souvent un amalgame qui est fait, et on le voit assez souvent, et tu viens de le décrire de façon positive, comme je pense qu'il faut le faire, c'est que ce qu'on doit détecter, c'est ce que le client a besoin de faire ou de réaliser pour atteindre son objectif. Et souvent, on dit la découverte des besoins. C'est très vrai, la découverte des besoins par rapport au fait de quel est l'objectif du client. Le client doit te donner son objectif et toi, ton expertise, c'est de lui apporter ses besoins. Donc l'agilité non pas physique peut-être éventuellement, mais l'agilité cérébrale en fait. Exactement. De posture et de tout ce qui va avec. Oui. La top qualité pour un manager sales? Pour un manager, ça va être, à mon sens, une soft skills qui va être l'empathie. En fait, l'intérêt qu'il va avoir pour son équipe. Parce qu'en fait, un manager, il doit faire en sorte de faire grandir et d'élever son équipe. Comment on fait ça? Comment on fait ça? C'est comprendre les personnes que j'ai en face de moi. C'est identifier en fait leurs forces, capitaliser dessus. Ça, tu dois être en capacité de l'identifier. Et c'est les axes en fait d'amélioration, pouvoir les travailler. Mais pareil, comme tout à l'heure, je t'ai dit, ouais, ça c'est nul ce que tu fais. En fait, si un manager se met sur une posture dégradante avec son équipe ne va pas recevoir les messages qui lui permettraient d'évoluer. Oui, et puis ils vont se braquer, comme on le sait très bien. Exactement. Ça n'aura qu'un impact négatif, là où certains pensent que ça peut avoir l'impact de faire bouger les motivations, de faire bouger l'équipe, de faire emprunter le chemin qui leur semble bon, alors qu'en fait, ça manque pleinement de justesse et de pédagogie.
exactement. La top qualité chez un directeur commercial, un head of sales ou une head of sales? Moi, je dirais la résilience. De se dire que même si tu mets tout en place, même si tu fais en sorte de faire au mieux chaque jour dans ton métier, de former tes équipes, etc., il y a des variables que tu ne peux pas mesurer et que tu ne peux pas corriger. Voilà. Donc, il y a des choses, même si tu as tout bordé, etc., sur lesquelles tu n'arrives pas à avoir une action tout de suite, et parfois sur le court, moyen, long terme, et parfois même jamais. Et en fait, cette notion de résilience, c'est de se dire à un moment, ok, j'ai cette problématique, mais je dois quelque part avoir une forme d'acceptation pour continuer à préserver ma stratégie, mon état d'esprit et mobiliser mes équipes. Tu as reçu une question du précédent Head of Sales qu'on a vu la semaine dernière. Je te passe la question qui a été posée, je te laisse y répondre. Est-ce que la tenue est importante pour un ou une Head of Sales? Est-ce que la forme compte énormément? À mon sens, oui. Un Head of Sales représente plusieurs choses. Déjà, il est l'image de son entreprise. D'accord. Donc, en fait, c'est une notion de respect pour son interlocuteur. Voilà, je respecte mon entreprise que je représente, je respecte mon interlocuteur, je suis en rendez-vous professionnel et donc je dois avoir une tenue adaptée par rapport au code de l'environnement professionnel dans lequel j'évolue. Sachant qu'en plus, toi, tu es dans un domaine où tu es en contact direct avec les clients. Oui. Parce que si on le rappelle, je veux bien que tu rappelles l'activité principale de Capsession. Capsession, en fait, c'est une entreprise qui est organisée via un réseau de franchisés. L'entité générale va piloter en fait les franchisés, donc leur apporter un support en fait sur la partie communication, sur la partie formation. Et c'est ton rôle aussi d'ailleurs? Oui, exactement. Ouais. Mon rôle en fait c'est d'animer et de développer ce réseau. Voilà, qu'on soit sur cette notion, voilà, je suis directrice commerciale, c'est pour qu'il y ait une performance commerciale sur la partie globale. Yes. Après, comment, c'est un autre sujet. et en fait, ces franchisés, leur mission, donc ils ont un département. En fait, un franchisé a par principe un département. Et en fait, sur ce terrain de jeu départemental, son métier, c'est de faire de l'intermédiation. L'intermédiation, c'est de mettre en relation une personne qui va vendre son entreprise, un cédant, avec une personne qui souhaite acquérir une entreprise, un repreneur. Et ces franchisés sont des chefs d'orchestre qui permettent de faire le rapprochement. Vous faites une solution clé en main en rapprochant le cédant et l'acquéreur. Exactement. Avec en fait cette notion de justesse pour aussi bien le cédant que pour l'acquéreur. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, Capsession, il y a 4 valeurs dans la boîte. Et la première valeur de cette boîte, c'est cette notion de justesse, d'équilibre entre le cédant et le repreneur. Et à quel niveau on peut avoir un équilibre? Comment on peut comprendre cet équilibre? C'est de l'impartialité. C'est-à-dire, je dois avoir un bénéfice aussi bien pour le cédant que pour l'acquéreur. D'accord. Quand on fait ces métiers, en fait, c'est des métiers d'hommes et de femmes. Quand j'ai un cédant, il a mis, j'ai envie de dire cela, il a mis toute son âme en fait dans son entreprise. Quand il cède son entreprise, ça va changer sa vie quelque part parce que il la vend, donc il y a une rémunération autour de ça, mais il y a un impact global sur son écosystème, c'est-à-dire il a créé une entreprise, souvent il y a des salariés, et donc les salariés vont être repris par la partie acquéreur. Exactement, donc c'est comment tu préserves ce que tu as construit, comment tu préserves en fait les personnes qui font partie de ton écosystème en fait professionnel, et comment tu préserves aussi les fournisseurs, les clients, etc. Et quelles sont la deuxième, la troisième et la quatrième valeur que tu parlais de Capsession? Donc la première valeur, en fait, c'est l'équilibre. Ouais. Voilà. Ensuite, nous avons cet aspect d'intuition. Okay. L'intuition, en fait, c'est comment moi, en tant que personne franchisée ou chargée d'affaires, etc., je vais avoir la capacité à créer ce lien entre un cédant et un acquéreur. D'accord. La troisième valeur, ça va être l'adaptabilité. Yes. L'adaptabilité, en fait, c'est cette notion de savoir jongler dans un environnement, d'identifier
les éléments en fait de mon dossier, mes alliés dans le dossier. C'est comme dans l'IMO, vous devez plaire et convaincre aux 2 personnes. Exactement. C'est la même logique. Et la 4e valeur? C'est la pérennité. C'est-à-dire que quand on fait une cession d'entreprise, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, on a cet écosystème en fait autour de l'entreprise, et c'est que le cédant en fait avec tout ce qu'il a construit soit préservé, avec un acquéreur que l'on veut préserver également. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un repreneur dans une situation délicate. Un repreneur en fait il engage tout. Quand tu prends une entreprise, c'est toi, c'est ta famille qui a un nouveau projet professionnel. Et en fait, cette notion de pérennité, c'est qu'on veut qu'il y ait une poursuite, un développement en fait de l'entreprise cédée, qui a un vrai bénéfice en fait commun entre l'acquéreur et le cédant. Et en fait, moi, je t'ai partagé vraiment ces 4 valeurs de Capcession parce que c'est dans l'ADN de l'entreprise, c'est ce qu'elle véhicule au quotidien, c'est ce que les franchisés véhiculent également au quotidien dans leur activité. Yes. Et c'est cette notion de projet humain, d'être dans l'accompagnement des personnes avec qui on travaille au quotidien, qui est fort et qui est vraiment notable chez Capcession. On va passer maintenant à la question que toi, tu vas poser au prochain Head of Sales qui va passer, qui sera un homme pour le coup. Je te laisse la faire en regardant la caméra. Ok. Alors, next Head of Sales, la question, c'est toi. Qu'est-ce qui fait que tu es différent? Quelle est ta différence? Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, en fait, tu as mis en place un rituel, quelque chose qui t'est précieux et que tu souhaites nous partager aujourd'hui? Merci, ça lui sera communiqué, ça lui sera donné. Chaque personne qui participe va offrir un cadeau qui sera gagné en tirage au sort pendant 72 heures dans le lien de la description. Quel est le cadeau que Virginie et Capcession veulent faire au futur ou à la future vainqueur du tirage au sort? Alors en fait, on a beaucoup parlé de valeurs aujourd'hui. Oui. Et on est très proche de l'univers du rugby. Donc en fait, ce qu'on propose avec Capcession, c'est 2 places pour les gagnants. Voilà, donc ça sera soit au Racing ou au Stade de France. J'aurai le plaisir de les accompagner. Donc ça fait une 3e place. La personne qui gagne invite l'invité de son choix. Exactement. Et tu seras avec eux. Et je crois en fait qu'il y a une 4e place qui est pour toi. Oh, incroyable. Ouais. Merci beaucoup. Donc comme ça, on va tous ensemble voir un match de rugby. C'est eux qui, le vainqueur choisit le match. Moi aussi, j'ai le droit de te faire des surprises. Allez, voilà, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout. Forcément, le cadeau, je le sais, puisque tu m'en parles avant. Mais cette notion, je ne l'avais pas. Merci beaucoup, c'est cool. J'adore le rugby. Je te remercie pour ce cadeau. Je remercie Capcession. Je vous souhaite bonne chance dans le tirage au sort. Merci beaucoup, en tout cas, Virginie. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci pour ce partage, ces valeurs, cette sincérité que tu as dégagée pendant le podcast. Et puis, de toute manière, à très bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Et coupé. Voilà, il fallait le dire au moins une fois.